Bonjour, chères auditrices, bonjour, chers auditeurs de Makolo Digital Télévision Radio, la voix de la démocratie congolaise qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, John Kayembe. Merci d'être au rendez-vous de votre émission magazine hebdomadaire, analyse et décryptage de l'actualité du Congo rétro. Le thème d'aujourd'hui, vous préparez, est la guerre et la diplomatie. Présentation et rédaction de votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City. Conception et rédaction, Makolo Digital Télévision Radio, la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Et nous vous rassurons que cette émission sera rediffusée sur www.lavdc.net et aussi sur notre chaîne YouTube Info la RDC ou soit Makolo Digital Télévision. Merci comme toujours, nous sommes à votre service et c'est parti. Sur la voie de la démocratie congolaise, Makolo Digital Télévision, ici nous sommes sur la chaîne de la radio. Nous vous informons que la radio Makolo Digital est divisée en deux. Nous avons la chaîne 1 que nous utilisons actuellement pour les émissions générales et nous avons chaîne 2 pour les émissions religieuses. Nous espérons que nous voyons que les gens se connectent davantage. Nous sommes très heureux d'être ensemble aujourd'hui. Nous allons parler très succinctement, chers auditeurs, auditrices, nous sommes en train d'analyser la situation qui a fait couler l'encre et la salive, c'est-à-dire la guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de prendre un seul élément très capital que selon nous, selon nos recherches, nous pensons que c'est cet élément qui a mené la goutte qui a versé le vase de Kagame et Kagame ne se sentant pas vraiment en sécurité. Du point de vue économique surtout, alors il cherche à déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est un élément, nous ne disons pas que c'est absolument ça, mais nous croyons que ça pourrait être un des éléments qui a contribué à ces problèmes. Alors, je vais commencer par donner une petite définition ou bien ma pensée. Dans les perspectives et représentations ordinaires, la guerre et la diplomatie non seulement diffèrent, mais encore ont souvent tendance à s'opposer et à correspondre à deux moments bien distincts des relations entre États. La guerre est l'usage de la violence armée, la diplomatie l'usage de la parole apaisée. La guerre est à la recherche de l'imposition à autrui de sa volonté, la diplomatie la recherche de l'attente avec autrui. Chacune aurait ce moment propre de sorte que, lorsque la guerre parle, la diplomatie se tait et vice-versa. Voilà exactement la pensée de mon intervention aujourd'hui. Nous avons constaté que le Rwanda est dans la logique de la guerre, dans l'usage de la force, de la violence armée. Mais malheureusement, nous constatons de notre côté que le gouvernement congolais est dans la logique de la diplomatie, c'est-à-dire de la parole, de chercher une solution apaisée. Alors, je me demande, pour ma part, qu'est-ce qui peut marcher? Est-ce que c'est la violence armée qui peut avoir raison sur la diplomatie? Et quel genre de diplomatie avons-nous constaté chez nous? Ce n'est pas une diplomatie directe. C'est une diplomatie où nous allons vers l'extérieur demander que l'extérieur puisse nous aider à résoudre ce problème. Voilà le problème là où moi, je semble perdre le nord. Le Rwanda, selon M. Christophe Lutundula, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, que un de mes amis parlait de quelqu'un qui est étranger aux affaires, a dit clairement dans une émission accordée sur la voix de l'Amérique à notre confrère Marius, et j'ai eu froid au dos.
que le ministre des Affaires étrangères rwandais lui a dit que au mois de mai, quand le Rwanda a dit qu'ils ont reçu 2 bombes en provenance de la RDC, son président, c'est-à-dire M. Kagame, a promis de répondre avec force. Il va se venger. Et M. Lutundula d'ajouter, il a fait rapport au président de la République. Ils étaient tous en dehors du pays, c'est-à-dire au Burundi. Donc, vous voyez que ces gens-là, ils vous ont déclaré une guerre officielle, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères rwandais, il vient parler au ministre des Affaires étrangères congolais que nous allons vous faire la guerre. Donc ça, c'est plus clair que la clarté elle-même, puisque ce sont les voix officielles qui ont communiqué. Mais voilà, c'est-à-dire les uns optent pour la violence armée et les autres optent malheureusement sur la diplomatie, c'est-à-dire le parler. Donc, comme conséquence, c'est quoi? Ce sont les Congolais qui en pâtissent avec cette violence, c'est-à-dire les militaires congolais meurent, les civils congolais meurent et l'infrastructure congolaise est détruite. Mais nous envisageons qu'eux peuvent continuer à faire ce qu'ils font, ça ne pose pas de problème, mais nous allons continuer à parler. Donc, à parler, c'est-à-dire, M. Lutundula, après avoir eu ce message, il a bonnement fait ses valises pour se rendre aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire à New York et à Washington. Voilà un peu ce que je cherche à comprendre, mais je n'ai pas pu. Il est allé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Il dit qu'il va s'expliquer que le Congo est victime d'agression de M23 appuyé par le Rwanda. Donc le terme qui s'utilise est soutenu par le Rwanda. Mes chers amis, chers frères et sœurs, chers compatriotes, qu'est-ce qu'on peut dire au Conseil de sécurité, aux institutions des Nations Unies, sur le Congo, sur la guerre au Congo, qu'eux ne connaissent pas, puisqu'ils sont plus informés, ils ont des matériels très sophistiqués, des personnes bien rodées qui nous ont déjà assiégés au pays. Donc, ils ont l'information minute par minute. Alors, quel est le bien fondé que nous, de notre côté, qu'on se déplace vers les États-Unis d'Amérique pour se faire comprendre sur quoi, sur quelle matière? J'ai perdu le nord, si quelqu'un pourrait m'éclaircir. Donc, M. Lutundula, il avait sa logique à lui. Donc, il a convaincu le président de la République que s'il allait aux États-Unis, il va trouver gain de cause et Kagame va arrêter de bombarder le Congo. Voilà ce qui s'est fait qu'on puisse être ridiculisé, puisque aujourd'hui même, le 10 juin 2022, Kagame a largué sur le sol congolais 10 bombes. 10 bombes. Et comme conséquence, il y a eu 2 morts. Des petits-enfants, l'avenir de ce pays, ont sacrifié de leur vie. 2. Et le troisième, probablement, selon le porte-parole militaire, qu'on n'a pas identifié des noms, serait aux soins. En dehors de ça, nous sommes en train de nous battre pour relever l'infrastructure de notre pays. Kagame se plaît à bombarder encore un bâtiment qu'il ne va pas reconstruire, bien entendu. Alors, moi, je me demande, est-ce que, quand on parle des rapports de force, on peut parler de rapports de force entre l'armée et la diplomatie? On peut parler des rapports de force entre le parler et les armes? Je ne sais pas comprendre si quelqu'un d'autre pourrait me faire comprendre, qui pourrait être du domaine de la diplomatie, et je serais content.
Donc, avant de continuer ce que je suis en train de décortiquer, donc je vais vous faire entendre exactement ce que le porte-parole militaire a fait comme rapport aujourd'hui dans l'est du pays. Suivez donc. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localités situées dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha, en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya, tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, les bilans encore provisoires est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziouvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Biruma où 2 militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi flouer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FARDC auraient tiré des bombes sur le territoire rwandais. Même stratagème. Voilà, donc vous avez suivi ce qui s'est passé aujourd'hui même. Aujourd'hui même sur le sol congolais, les bombes ont été larguées sur notre sol par cela. Au lieu de dire que le Rwanda nous a attaqués, mais l'officiel congolais préfère dire que le Rwanda soutient le M23. Quand une bombe à longue portée est lancée d'un pays étranger vers un autre, peut-on parler d'un soutien quelconque ou bien d'une attaque? C'est vraiment ça la plus grande préoccupation. Donc je reviens sur ce que je disais, que le sens du périple aux États-Unis du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula, à New York, je disais que nous avons plus de 20 000 casques bleus sur place au pays et ils sont partout sur l'étendue de la République. Et ces gens-là, ils font les navettes entre Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda. Mais ces gens, ils ont toute l'information. Comment encore nous pouvons nous déplacer ou faire déplacer notre ministre des Affaires étrangères pour aller s'expliquer aux Nations Unies? Soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Et la réponse, je veux la trouver avec vous dans l'intervention du Premier ministre belge. Et c'est cette même réponse que le vaillant président ukrainien a utilisée pour se faire respecter. Et moi, je pense que nous allons aussi agir dans cette même logique pour que le petit Rwanda puisse nous respecter. Maintenant, je reviens sur le 20 000 casques bleus qui se trouvent sur le sol congolais depuis bien plus de 20 ans. Et nous allons les informer que nous sommes attaqués comme si eux ne savaient pas. Je vous rappelle, à un certain moment de l'histoire,
quand on faisait des marches, quand on faisait la lobby pour la RDC, quand le gouvernement qu'on a taxé des étrangers, d'incompétents, des médiocres, quand ils étaient en place, nous avons fait beaucoup de démarches au point où nous avons été, à un certain moment, reçus par Madame Condoleezza Rice. Dans son bureau, elle nous avait dit ceci en délégation. Ce qui est ridicule est que le pays, la RDC, est en train de vivre des cauchemars, mais le peuple n'agit pas. Et raison pour laquelle nous avions tout fait en ce moment-là, on n'avait pas encore de YouTube, nous n'avions que des radios, on faisait beaucoup d'éléments sonores qu'on envoyait au pays pour que le peuple se prenne en charge, c'est-à-dire suivre le mot d'ordre que nous avons connu de notre président de Rose Mémoire, Etienne Tshisekedi Mulumba, qui nous disait qu'il faut se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est vraiment éviter la peur. Donc, c'est ce que les Américains nous ont dit dans le bureau de Mme Condoleezza Rice, que minute par minute, nous recevons l'information de la RDC puisque nous avons tous les moyens pour en avoir. Donc, même ce que vous nous dites ici, nous sommes bien informés, mais nous ne pouvons pas agir sans que le peuple soit sur la rue et manifester qu'il en a ras-le-bol. Et c'est là où elle nous a dit, vous pouvez venir ici, nous donner les informations. Les États-Unis interviennent, attendez, suivez-moi bien mes chers amis, les États-Unis ne peuvent intervenir qu'au Congo qu'à travers la Belgique et la France. Mais nous pouvons donner les moyens, comme il nous a dit que c'est les États-Unis qui donnaient à peu près $1 milliard chaque mois pour soutenir la MONUSCO. À ce moment-là, c'était la MONUC. Est-ce que vous pensez que ces gens, ils peuvent dépenser $1 milliard dans un exercice que ne connaissent pas les tenants et les aboutissants? Si vous avez suivi aussi M. Lutundula, il a compris lui-même que la guerre que le Congo est en train de subir, c'est une guerre imposée par l'extérieur, par le multinational, à cause de leur richesse, puisque eux, ils veulent en avoir à moindre coût. C'est tout. Alors maintenant, pour vous défendre, pour défendre ce pays, vous trouvez bon de faire les valises, aller vers les mêmes gens, leur dire que non, écoutez, nous sommes attaqués. Mais ma foi, c'est vouloir quelque chose ou une chose et son contraire à la fois. Donc, dans mes recherches, j'ai trouvé ceci, je pense que vous l'avez aussi suivi sur les réseaux sociaux, que moi, je crois que ça pourrait être la mouche qui a piqué Kagame, qui commence à se battre comme une fauve blessée. Suivez d'abord et puis je vais encore commenter. Accompagné de chefs de division juridique du CEEC et du chef de certification, a visité la raffinerie d'or de la RDC, en construction dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Suivant les informations de l'un des responsables, cette raffinerie peut démarrer sauf changement, d'ici la fin de l'année 2022. Toutes les machines sont déjà mises en place, attendant un essai dans quelques semaines proches. Une initiative à encourager. Nous avons été ici au mois de septembre de l'année passée, où l'usine était encore en construction, c'était presque le bâtiment. Alors 9 mois après, comme on nous avait donné une promesse que dans 9 mois, les matériels seraient déjà installés, c'est comme ça que nous sommes venus aujourd'hui pour visiter l'équipement. Effectivement, nous avons vu, comme vous allez aussi le voir, que l'équipement est installé. Alors dans quelques semaines, le technicien va venir pour faire le petit raccordement et faire l'essai avant de mettre l'usine en mouvement. Comme le propriétaire, M. Karim, nous a dit, d'ici la fin de l'année, nous sommes au mois de juin, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, cette raffinerie serait en mouvement. Je pense que nous pouvons, en tant que l'État, nous ne pouvons qu'encourager
l'investissement, parce que nous nous plaignons, nous sommes la réserve de l'or. Et il est inconcevable de comprendre que la RDC qui produit beaucoup d'or, qui n'ait pas une raffinerie. Voilà que nos frères ont compris qu'il fallait qu'ils investissent pour résoudre cette raffinerie. L'avantage, c'est quoi? C'est d'ajouter ce on parle d'un plus-value, c'est-à-dire l'or congolais s'est ramené à ce qu'on a appelé 4,9, c'est-à-dire à une teneur de 99,99, c'est-à-dire on ne pourra plus exporter l'or congolais en deçà de ce pourcentage et que c'est l'État qui pourra se retrouver. Je pense que M. Karine a peut-être quelque chose à ajouter là. Non, juste merci tout d'abord au directeur de CEC de venir faire la visite. Juste que nous poussons avant la fin de l'année de pouvoir commencer nos activités. D'ici quelques semaines, comme il a précisé, il y aura l'ingénieur qui va venir faire le testing et finir tous les raccordements de machines qui sont déjà installées. Nous allons alors élaborer le testing et dans les mois à suivre, pouvoir commencer quelques activités petit à petit et lancer le projet comme vous l'avez présenté dans différentes entrevues. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est l'élément que je crois qui a fait énerver Kagame. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on nous avait montré à un certain moment que le Rwanda a créé une entreprise, donc une raffinerie de l'or, et que le Rwanda, sur son sol, il n'y a aucune graine d'or. Maintenant, sous l'impulsion du président de la République, le mot qui est chèrement utilisé dans le jargon congolais, sur l'impulsion et la vision du chef de l'État, on a créé une entreprise de raffinerie de cet or-là congolais à Bukavu. Et si cela commençait à fonctionner, sûrement, Kagame, il n'aura plus l'or du Congo puisque nous allons bloquer. Et que cet or, avant que l'or n'aille au Rwanda, nous devons nous-mêmes raffiner quand il sort du pays. C'est-à-dire c'est un or pur, plus brut encore, puisque l'or brut coûte moins cher que l'or pur. L'or pur, selon le technicien ou bien le responsable de l'usine, sera rajouté à 99,9%. Donc, ce sera de l'or pur. Et si cela se faisait, c'est-à-dire l'entreprise de Kagame doit fermer. Puisque la matière première vient du Congo et le Congo maintenant a sa propre usine pour l'extraction et la raffinerie. Donc voilà ce qui fait que Kagame veut encore utiliser pour décourager cette nouvelle entreprise, cet investisseur qui veut que l'or du Congo soit traité au Congo pour bénéficier aux Congolais. Donc voilà, ça c'est dans mes recherches ce que j'ai trouvé et je pense que ça devrait être un élément très important que le gouvernement congolais doit prendre. Et pour résoudre ce problème, comme nous l'avons dit, ce n'est pas la diplomatie, ce ne sont pas les paroles qui vont faire taire Kagame. Kagame, c'est quelqu'un qui est dans la logique de la guerre. Il a pris le pouvoir par la guerre. Il a, avant de prendre le pouvoir, il a fait couler le sang de deux côtés, des Hutus et des Tutsis. Il a utilisé la force et c'est ça sa logique. Comment vous voulez qu'il commence à penser dans la diplomatie? Il n'a pas le temps. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, quelqu'un qui est là pour la paix, il est allé consulter les chefs ou le responsable actuellement soit des suivis des CPGL, soit là des suivis dans le Grand Lac, le président Lorenzo. On a appelé Kagame, comme toujours, un arrogant qu'il est, il a fait fi, il n'est même pas allé là-bas. Donc vous comprenez que la logique de la diplomatie n'est pas une logique qu'on peut envisager avec Paul Kagame. Avant de terminer, l'avant-dernier point, c'est cette intervention de F. Bazaïba, le gouvernement congolais ayant constaté avec regret que les amis que vous appelez le Rwandais, donc on peut seulement passer par la diplomatie, mais néanmoins le gouvernement a décidé de
convoqué l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, donc M. Karega. Et ce Karega a été reçu par le Premier ministre et ministre en charge de l'environnement, la dame de fer Eve Bazaïba, et qui, selon moi, je pense que c'est elle qui devrait être même la ministre des Affaires étrangères, puisque elle a parlé avec un ton autoritaire. Et par voie de conséquence, nous avons vu Kagera, l'arrogant Kagera, est sorti réduit. Alors, je vous demande de suivre ce que notre dame de fer, Eve Bazaïba, a dit à la sortie de cette réunion avec Karega. Via le Premier ministre et chef du gouvernement, nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire sur terre. Oui, il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Est-ce que, au regard des déclarations dernières faites par le président Kagame, vous estimez que votre présence en RDC est encore nécessaire? Ce n'est pas à moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux 2 pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Parce que le Rwanda a déclaré qu'il ferait peut-être la guerre à la RDC. On se demande comment ça va se faire. Je ne sais pas, je ne connais pas cette déclaration. Excellence, vous dites combien vous a donné le message à remettre concrètement quand vous êtes entretenu avec les vice-premier ministres. Concrètement, qu'est-ce que vous avez dit? Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message. Jusqu'avant l'arrivée à destination, je n'ai rien à dévoiler. Merci et bonne journée. Voilà. Donc vous avez bien suivi à la sortie de l'audience accordée à Karega par Mme Eve Bazaïba, donc les 3 conditions du gouvernement et aussi la parole réduite et surtout une voix d'enfant de Karega qui ne puisse pas encore se jouer de la RDC. Alors, nous tendons vers la fin, mais parlons un peu de l'intervention du chef de l'État à cet égard. Nous avons parlé de la situation actuelle avec les bombes qui ont retenti aujourd'hui à l'est du pays. Nous avons parlé de la diplomatie selon M. Christophe Lutundula. Maintenant, parlons un peu du chef de l'État lui-même. Le chef de l'État, il a été au Congo-Brazzaville où il a fait certaines déclarations et personnellement, j'étais content. Et quand lui, il parle sur un ton comme il l'a fait, donc nous sentons qu'il y a les choses sérieuses qui peuvent venir tout de suite là, au-delà de la diplomatie. Donc je disais ceci, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, affirme n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda à une rébellion venue agresser son pays, la République démocratique du Congo, tout en répétant son souhait d'entretenir des relations apaisées avec ce voisin. La nouvelle crise congolo-rwandaise provoquée par la résurgence dans l'est de la RDC de l'ancienne rébellion Tutsi du M23 était au menu de leur discussion le week-end dernier avec le président Denis Sassou Nguesso dans le fief de celui-ci à Oyo, à plus de 400 km de Brazzaville. Vous savez, et tout le monde l'a dit et l'a redit, en 2013, le M23 était complètement détruit. Ils ont pris la poudre d'escampette et laissant derrière tout. Et le Congo a récupéré toutes les munitions, toutes les armes lourdes et légères. Ils ont présenté ça au système international des Nations Unies qui a remis ces armes-là à la RDC. Mais curieusement, nous voyons
le même M23 qui revient requinqué avec des armes plus sophistiquées qu'avant, qui coûtent énormément cher. S'ils étaient enfouis dans la brousse, on pouvait dire qu'ils continuaient à extraire les minerais et vendre. Mais ils étaient en dehors du pays. Ils étaient les uns en Ouganda, les autres au Rwanda. Mais par quelle magie se sont-ils procurés ces armes-là, très sophistiquées et très coûteuses que ce qu'elles avaient avant? Donc vous voyez qu'il y a un problème. Et pour utiliser les armes comme les armes qu'on a montrées là-bas, chers amis, c'était des armes de dernier cri pour dire qu'il faut aller à l'école, apprendre comment les manier, comment les opérer. Et quand est-ce que ces gens-là de M23 sont allés les opérer? Et autre chose que j'ai constaté, tous les responsables de M23, ils sont en tenue impeccable de la RDC. Où est-ce qu'ils trouvent ces tenues militaires impeccables des officiers de la RDC, avec même des épaulettes des autorités de la RDC? Où est-ce qu'ils trouvent tous ces éléments-là? Voilà, ce sont des questions. Quand le président de la République, à partir de Côte d'Ivoire, il a dit que non, le problème est à l'intérieur de l'armée et de la police. Les gens se sont énervés. Oh non, le président est allé dire ça à l'extérieur. Mais que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, la vérité reste la même. Il a dit la vérité. Et il y a eu quand même, on a vu les lignes ont changé un tout petit peu. Les lignes ont bougé et nous voyons que l'armée commence à faire des exploits. Puisqu'on a identifié les sorciers. On a dit le sorcier se trouve à l'intérieur de la FARDC. Les sorciers se trouvent à l'intérieur de la police. Maintenant, ils ont vu qu'on les a découverts. Ils ont tout abandonné. Voilà maintenant que nous commençons à faire un bon travail. Vous voyez que nous sommes en train maintenant de rétablir la paix au pays. Donc il faut dire la vérité. Il n'y a pas une place ou un moment pour dire la vérité. La vérité reste la vérité. On peut la dire partout où on est. Alors je continue avec ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit quand il était avec son homologue Denis Sassou Nguesso à Oyo. J'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts que de construire des murs. Très important. Et c'était le même conseil que le pape avait donné à Donald Trump quand Donald Trump commençait à construire le mur entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Mexique. Donc le président a bel et bien dit il préfère qu'il y ait des ponts, qu'il y ait une bonne relation fluide entre la RDC et le Rwanda. Mais Kagame ne comprend pas de cette oreille. Et le président Félix continue. Cela a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Donc, dans l'esprit de Pessimbois Mboa Aboyi avec Kagame. J'espère que, poursuit Félix Antoine Tshisekedi, la situation n'en restera pas là, a déclaré Félix Tshisekedi à la presse à Oyo. Le fait de vouloir la paix, la fraternité et la solidarité n'est pas une faiblesse, il a fait observer. Quand il appelle Kagame mon frère, ce n'est pas une faiblesse. Nous sommes tous des Africains. Il l'appelle frère. Et Kagame, vrai ou faux, un élément qui circule sur les réseaux sociaux, il s'est dit, oh, je suis 50% congolais et que son père serait un Congolais. Vrai ou faux, à lui-même de le savoir et le secret est à Dieu. Félix Tshisekedi continue et dit, la RDC que je dirige est celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité et l'hospitalité, parce que notre pays a toujours été hospitalier. Nous parlons toujours de l'hospitalité légendaire des Congolais. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer, a poursuivi visiblement et préoccupé Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Et il continue en disant « J'espère que le Rwanda a retenu cette leçon parce qu'aujourd'hui, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la RDC, a accusé clairement le président Félix Antoine Tshisekedi. J'en veux pour preuve le simple fait qu'en 2013, le même M23 avait été totalement défait
et son arsenal confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part, puis armés par quelque part, a-t-il conclu avec amertume. Voilà, chers amis. Je ne veux pas faire de commentaires, c'est vraiment explicite. Le président a exprimé son dégoût et il vient d'exprimer son mécontentement contre celui qu'on appelait frère et ami, mais lui, il est dans sa logique à lui. Bon, maintenant, concluons avec la défense du pays. Comme j'étais très mécontent avec la sortie diplomatique de notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula, que je respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui a fait la fierté de ce pays-là. En tant que parlementaire, on a senti vraiment que c'était la matière grise. Maintenant, il semble être, bon, je ne sais pas, c'est ça la diplomatie, je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Mais maintenant, je voulais dire ceci, donc dans la recherche de la solution, je ne pense pas que la diplomatie à elle seule peut résoudre le problème, mais les armes à elles seules peuvent nous amener la paix. Alors, dans la défense de l'intégrité nationale, selon le Premier ministre belge qu'on a reçu dans la délégation du roi Philippe à Kinshasa, le Premier ministre belge Alexandre De Croo a, au cours d'une conférence de presse, animé ce mercredi 8 juin au Palais des Nations avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, apporter le soutien de son pays à la République démocratique du Congo qui fait face à l'insécurité depuis 2 décennies dans sa partie l'Est et surtout par le Rwanda et l'Ouganda, bien qu'actuellement l'Ouganda a compris, veut travailler avec nous et ils sont sur notre sol d'une manière officielle. Alexandre Kroc estime que la RDC a le droit d'exiger à ses voisins de respecter son intégralité territoriale et à prendre leurs responsabilités. Son pays, dit-il, est prêt à jouer un rôle pour que ses responsabilités soient respectées. Soyons sérieux. Est-ce que nous avons besoin que ces gens-là aillent dans des bureaux, dans des conférences pour parler du Congo? C'est ce qu'ils ont promis. Au lieu de dire non, nous venons là-bas, nous allons aller à l'Est avec l'armée pour faire taire Kagame. Non, nous allons compter sur nous dans le concert des Nations Unies. Nous allons vous appuyer n'importe quoi. Alors, ce qu'il a dit, c'est ceci. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. C'est comme s'il donnait une leçon. Vous avez le droit de dire à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter une situation d'insécurité dans votre pays. Un professeur qui dit à ses élèves, n'est-ce pas? C'est des règles de base. Je reste clair, dit-il, il faut appeler vos voisins à prendre leurs responsabilités, a-t-il insisté. Ça, c'est n'importe quoi. Est-ce que nous ne savons pas que nous pouvons le faire? Est-ce que c'est pourquoi M. Lutundula est sorti du pays pour que ces gens-là nous disent ce que nous devons faire? Nous ne savons pas ce que nous devons faire. Il continue en disant, donc, ce que je viens de vous lire là, c'est certainement une déclaration qui n'était pas attendue dans l'opinion publique congolaise, peut-être même par les politiques eux-mêmes. Le Premier ministre belge Alexandre De Croo a exprimé sa solidarité avec le peuple congolais pour les attaques subies par elle et une guerre permanente lui imposée par les groupes armés, notamment le M23 soutenu par le Rwanda, sans le citer. Donc, une culpabilité. Pour le chef de gouvernement belge, la République démocratique du Congo a le droit de demander à ses voisins de faire le nécessaire pour éviter d'apporter de l'eau au moulin aux groupes armés qui déstabilise son territoire, estimant que c'est la moindre des choses à faire, chers amis. Et vous croyez que réellement la diplomatie peut nous aider à trouver la paix dans ce grand pays où les frères et sœurs de l'Est, pendant plus de 20 ans, ils sont en train d'errer, de sillonner sous les intempéries, les animaux féroces, sous les canons, sous les escadrons de la mort. Et nous devons continuer à faire ce que Kabila a fait pendant 18 ans et ça n'a pas donné la paix. Kabila l'avait compris vers la fin, vers 2013. Ils ont constitué une armée avec les amis de la région et on a défait avec force le M23.
Pourquoi devrons-nous encore revenir sur ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous pouvez utiliser la même formule pour avoir un résultat différent? Je doute. En plus, la nation belge n'exclut pas la possibilité de s'impliquer de façon effective dans cette situation pour aider à ramener une paix durable au Congo-Kinshasa si les autorités congolaises l'estiment bien. C'est pourquoi ils sont en train de se déplacer en vous parlant. Donc, vous voulez que vous puissiez nous aider en amenant les gens qui viendront vers nous. Et enfin, De Croo nous dit, comme s'il nous disait, il disait à ses élèves, je vais être clair. Il faut appeler vos voisins à prendre leurs responsabilités. Si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées, a conclu De Croo, le chef du gouvernement belge. Et je m'arrête là. Je suis navré de constater que la diplomatie ne sera jamais une solution à cette guerre inutile, une guerre de prédation, une guerre par procuration de Kagame pour que ce Congo retrouve sa paix tant recherchée. Voilà donc, c'était votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, depuis New York City, sur Makolo Digital Télévision Radio, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. En attendant le nouveau numéro, je vous dis ciao et à week-end prochain.